Bienvenue dans l'Africa Newsroom cette semaine consacrée au Sénégal. Le dossier du jour s'intéressera au football qui est actuellement à la recherche d'un nouveau souffle dans le pays. Puis au sommaire également de cette émission en Mauritanie, le Conseil des ministres adopte un projet de loi réprimant les pratiques esclavagistes. En Gambie, les soldats soupçonnés d'avoir participé au coup d'État manqué contre le président Yahya Jammeh ont été jugés en secret. Puis en troisième partie, nous verrons que l'intégration continentale figure en bonne place des priorités des États africains. Et puis nous évoquerons bien évidemment cette bonne nouvelle pour le Maroc puisque le royaume chérifien est finalement autorisé à participer aux prochaines CAN. Et ils sont avec nous pour en parler. Nos éditorialistes, Malik Acher. Malik, bienvenue. Bonsoir Mira, bonsoir à tous. Sami Mojtabi. Sami, merci d'être avec nous. Merci à vous, bonsoir. Et Alpha Baldé, directeur de publication de 100% Foot. Alpha, bienvenue parmi nous. Merci, bonsoir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. En Mauritanie, le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 2 avril et a examiné le projet de loi portant incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. Un projet de loi qui intervient conformément aux modifications de la Constitution et qui définit clairement, cette fois-ci, quelles sont les pratiques qui s'apparentent à l'esclavage et de quelle manière elles seront désormais punies par la loi. Le point tout de suite avec ce sujet de Kekelia Feto. En Mauritanie, le Conseil des ministres vient d'adopter un projet de loi portant sur l'incrimination de l'esclavage tout en réprimant les pratiques esclavagistes. Ce projet de loi intervient conformément aux modifications de la Constitution et aux recommandations de la feuille de route sur l'éradication des formes contemporaines de l'esclavage. C'est un projet de loi portant sur l'incrimination de l'esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes. C'est une feuille de route d'ailleurs qui a été en 29 points, qui a été arrêté avec les Nations Unies et on va dans ce sens. L'esclavage a été incriminé dans la Constitution de la Mauritanie et le ministre de la Justice a précisé que les dernières modifications de la Constitution ont considéré l'esclavage et les pratiques esclavagistes comme crimes contre l'humanité. En 1981, la Mauritanie avait voté une loi pour l'abolissement total de l'esclavage. 34 ans après, cette décision peine à se concrétiser. Très appréciée, cette nouvelle loi redonne de l'espoir aux populations mauritaniennes. C'est une décision qui est très appréciée parce que la Mauritanie a ce problème de l'esclavage qui lui colle comme peau de chagrin, comme un grand mal. Et c'est une manière enterrer définitivement les pratiques esclavagistes. Le Conseil a également introduit une terminologie claire et précise relative à l'esclavage qui incorpore les infractions prévues par les conventions internationales en la matière. Alors Malik, il convient de rappeler qu'en Mauritanie, l'esclavage a quand même été aboli en 81, il me semble, et c'est quand même une pratique qui reste pratiquée par certaines personnes. Des chiffres ont été publiés selon lesquels entre 150 000 à 200 000 personnes étaient encore victimes en Mauritanie d'esclavage. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est un véritable fléau. Ça a été aboli en 1980, mais si on décrète l'abolition de l'esclavage, ça ne veut pas dire que la pratique s'arrête, parce qu'il y a des coutumes, des pratiques qui sont difficiles à exterminer, je veux dire. Donc cette pratique a toujours cours, mais pas seulement en Mauritanie. On se focus souvent sur la Mauritanie, mais ça concerne beaucoup d'autres pays. Pas qu'en Afrique. Il y a des pratiques aussi sur le continent européen, américain, asiatique. On se focus tout le temps sur l'Afrique. Bon, c'est pas pour dédouaner l'Afrique de ces pratiques-là, mais c'est des pratiques. Et vous parlez d'esclavage moderne. D'esclavage moderne. Quand on parle de travailleurs qui travaillent, par exemple, de 6 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir pour des intérêts économiques, pour défendre les intérêts économiques de certaines sociétés occidentales en Afrique, c'est aussi de l'esclavage. C'est ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Il y a une certaine volonté de la Mauritanie quand même de pénaliser durement l'esclavage parce qu'on a vu que l'amende a été maintenant l'amende pour esclavage a été rehaussée. Je crois que c'est 150 000 $, c'est 50 millions de d'ouguiya. Donc c'est très important. Local, Il y a cette volonté politique et il faut saluer la volonté, la détermination du gouvernement mauritanien. Alors Malik, vous disiez que ce n'était pas un problème mauritanien, d'accord. Mais alors on a rarement vu
autant de militants anti-esclavagistes qu'en Mauritanie. D'ailleurs, il y avait même un des candidats à la présidentielle qui avait fait de cette lutte contre l'esclavagisme son cheval de bataille. Oui, il y a même des ONG qui sont concernées et qui se préoccupent de cette situation. C'est bien qu'il y ait ce mouvement-là, cette société civile qui se met en marche en Mauritanie. Ce n'est pas nouveau, vous avez raison de le rappeler. Maintenant, quand la volonté politique n'a pas suivi. C'est ça le problème. Pendant des années, elle n'a pas suivi cette volonté politique. Donc la société se réveille. Et elle se réveille un peu partout. Pas qu'en Mauritanie, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est vrai qu'il y a des mouvements, des associations qui ont du mal quand même à lutter contre ces pratiques-là, parce que ce sont des pratiques qui sont ancrées depuis des siècles et qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. On partage tous des valeurs universelles et il faut justement que l'État soit plus répressif envers ces pratiques-là d'esclavagisme. Et c'est ce que cette loi va permettre? J'espère. C'est un projet de loi. J'espère que ça sera voté et que cette application sera mise sur le terrain. Il faut voir le dispositif qui va être mis derrière aussi pour voir si les pratiques vont cesser. C'est ce qui est prévu justement des institutions. Oui. C'est permis de. Ils vont maintenant définir clairement quelles pratiques justement s'apparentent à de l'esclavagisme, parce que c'est ça aussi qui bloquait avant. Quand on ne sait pas ce que c'est difficile de condamner. Le problème, c'est que l'esclavagisme se déroule de manière cachée. C'est pas public l'esclavagisme. Quand vous avez une bonne chez vous, je ne parle pas pour vous, c'est pas vous qui vous implique, et que vous la faites travailler des heures et des heures, comment percevoir qu'il y a une femme qui travaille pendant des heures, un homme qui travaille sur un chantier pendant des heures, qui s'apparête à l'esclavagisme moderne? Comment le savoir? C'est difficile parce que vous n'avez pas forcément, l'autorité n'a pas les moyens d'intervenir dans des lieux privés. Voilà, exactement. On ne va pas faire du porte-à-porte partout. Donc là est la difficulté, et c'est à ça, il faut, je pense, penser à un dispositif et essayer de mettre en valeur ces associations qui tâtent le terrain et qui vont sur le terrain et qui peuvent avertir les autorités sur ces pratiques-là. Et les soldats soupçonnés d'avoir participé au coup d'État manqué, c'était en décembre dernier en Gambie, ont été jugés en toute discrétion ce lundi par une cour martiale mise en place par le président gambien Yahya Jammeh. 3 ont été condamnés à mort et 3 ont été condamnés à perpétuité. On écoute à ce propos notre éditorialiste Gracien Rokindikisa. Ils ont été jugés par la cour martiale, une cour spéciale, parce qu'on sait bien qu'au niveau de l'armée, il y a aussi, on parle souvent de conseil de guerre. La cour martiale juge en catimini, comme on le dit, d'exception, donc il n'y a pas d'avocat, il n'y a pratiquement pas de jugement. C'est une cour qui juge rapidement, une cour qui est déjà interdite dans beaucoup de pays. C'était une façon de les juger pour les condamner à mort, donc ce qui a été fait. Et la société civile a raison de s'inquiéter parce que en les condamnant directement, rapidement, le président Yahya Jammeh a voulu éviter la pression internationale et la pression aussi de la société civile. Alors Manik, ce projet en catimini, en toute discrétion, ça paraît quand même un peu étrange. C'est étrange et finalement ça reflète le caractère autoritaire du pouvoir gambien, cette hypertrophie du pouvoir du gambien qui maîtrise l'institution judiciaire, l'exécutif, le législatif. Je pense que malheureusement, dans ce pays, on aimerait bien avoir un peu plus de démocratie parce que le président Jammeh est là depuis 1994. Il a été réélu à maintes reprises lors d'élections qui ont été quand même contestées et pas reconnues sur le plan international. Même l'Union africaine a essayé de mettre en garde le président gambien sur l'autoritarisme de son régime. On se rappelle en 2012, quand c'était je crois que c'était la présidence du Bénin, qui a pris l'UA en 2012 et qui a averti le président gambien sur la peine de mort et qui a dit « Écoutez, je vais instaurer… » toujours montrer du doigt. Je vais instaurer un moratoire. Mais depuis, le moratoire, on voit bien qu'il n'a pas été appliqué. Il y a encore des exécutions à la peine capitale en Gambie. Donc il y a vraiment un processus démocratique à influer parce que finalement… Ce président-là est arrivé grâce à un coup d'État. Et finalement, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a encore un coup d'État. C'est-à-dire que si vous instaurez un autoritarisme derrière un autoritarisme, vous serez victime aussi d'un autre autoritarisme. Donc ça ne marchera pas. Alors les organisations des droits de l'homme, Amnesty International en tête, qui demandent à ce que ces peines de mort soient commuées en peine d'emprisonnement, est-ce qu'on peut attendre de Yahya Jammeh un geste ?
On n'est pas devin, on l'espère. Je pense que il a tout intérêt, non? Il a tout Vu intérêt. Justement la réputation qui s'est forgée en Afrique, mais aussi au-delà de l'Afrique, il a tout intérêt. Et cet autoritarisme-là du régime empêche une progression sur le plan économique. On sait que le développement du pays de la Gambie n'est pas optimal. On sait le problème de pauvreté qui se pose dedans. Donc c'est bien qu'il y ait cette conscience des ONG internationales qui pointent ce problème-là en Gambie. Et j'espère que l'UA, enfin, va prendre des initiatives concrètes, parce qu'elle déclare dans sa charte promouvoir les valeurs universelles des droits de l'homme. Il faut l'appliquer en Gambie. Il y a des carences au niveau de l'Union africaine concernant le dossier gambien? Oui, il y a des carences. Je pense que tous les textes sont là. On a tous les textes, mais il y a des problèmes de mécanisme, on a des problèmes de sanctions à appliquer. Il y a des États qui ont été rejetés de l'Union africaine. La Gambie est toujours dans l'Union africaine. Pourquoi ne pas... je ne suis pas la conseillère du président de l'Union africaine, mais il y a des mécanismes à mettre en œuvre. Si on veut vraiment imposer la démocratie partout en Afrique, quand on voit qu'il y a des élections qui sont contestées, quand on voit qu'il n'y a pas d'expression de liberté qui émane des peuples africains, je pense que son rôle, l'Union africaine, c'est d'aider ces peuples-là à retrouver un espace démocratique. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.